choisi une ligne de conduite, celle de commencer avec le peuple d'abord. Quand on dit le peuple d'abord, c'est d'abord les social. Alors, nous voulons passer à une évaluation normale. Qu'est-ce qui fait à ce que 2021, depuis le début, donc depuis le mois de janvier, nous sommes maintenant au mois de décembre. Est-ce qu'il faut réfléchir? Est-ce qu'il faut penser? Plus de 100 voyages déjà effectués. La diplomatie déjà au premier plan. Les sociales comme les socles ou sous-bassement. Nous sommes là, c'est pour discuter sur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce sa vision pose problème avec sa famille de l'Union sacrée? Est-ce sa philosophie qui domine avec la diplomatie haute au niveau de l'Union africaine? C'est avec vous dans cette belle émission dans Dixit. Merci et bienvenue. Nous recevons dans le cadre de votre émission M. Papi Nzao. Il est cadre à l'UDPS nécessairement, il est aussi analyste politique, mais un habitué de cette émission, bel et bien pour votre chaîne Mimas TV. Alors, M. Papi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, John Mimas. Merci de m'avoir accepté sur votre plateau. Nous sommes là, nous partageons la vision du chef de l'État et nous sommes prêts à faire comprendre aux téléspectateurs la quintessence même, le contenu de ce que nous disons toujours, le peuple d'abord, la politique sociale, la social-démocratie et tout ça. Alors, merci beaucoup. Mais là même, je vous demanderai un peu d'hausser la voix, du fait que c'est une émission qui se passe à l'air libre. Des fois, on nous exige par la technique de parler un peu à haute voix. Alors, Monsieur Papi, j'aimerais qu'on puisse faire l'essentiel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce la philosophie du président Félix n'est pas bien saisie, ou soit il y a un problème qui se passe entre les gouvernements, soit la ceinture et la compréhension du président? Oui, merci pour la question. Nous sortons d'une situation un peu exceptionnelle. C'est-à-dire nous avons vécu plus de 60 ans de léthargie, comme on l'a toujours dit, et que les habitudes ne se sont pas accommodées avec la nouvelle vision. Oui, quelque part, c'est comme disait Thomas Sankara. À un certain moment, quand dans la mise en place de sa politique, il était incompris, mais quand on lui avait posé s'il se sentait abandonné ou délaissé, il avait dit non, il se sentait incompris parce que c'est là où il avait fait sortir la fameuse citation: je suis comme un cycliste qui parcourt une pente raide, de l'autre côté il y a des précipices, mais je suis obligé de pédaler. C'est-à-dire le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la philosophie du peuple d'abord, quelque part, c'est aussi une politique de rupture. C'est tout à fait normal que cela prenne un peu plus de temps, cela ait un peu de couac, mais la politique en soi, c'est la social-démocratie. Vous savez que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est social-démocrate comme l'UDPS. La social-démocratie, c'est au fait le socialisme dans le capitalisme. Ça veut dire qu'à un certain moment, compte tenu des remarques, des critiques qui avaient été faites au capitalisme, où il y avait plus... Là, vous touchez le marxisme, mais là, vous vous rappelez encore du marxisme, là, oui. Justement, c'est-à-dire il y avait plus la force des détenteurs de capitaux qui dictaient la ligne de conduite, et les politiques capitalistes étaient plus tournés vers ces gens-là, vers les intérêts des détenteurs de capitaux. Oui, c'est là où la propriété privée à l'époque. Oui. Tout à fait. C'est là où maintenant qu'il y a eu naissance de la social-démocratie. C'est-à-dire on a mis un peu du socialisme, voir les intérêts de la population aussi, au lieu de laisser la population souffrir. C'est la social-démocratie qui prône l'UDPS. C'est l'idéologie, les idéaux auxquels nous sommes souscrits. Et le président Félix Antoine Tshisekedi en est aussi parmi. Je sais, vous voulez déjà toucher les fonds. Vous parlez de la naissance de cette démocratie sociale. Mais en vous suivant l'introduction, vous parlez des nouveautés.
Qu'est-ce qui est nouveau pour le président de la République? Ce qui est nouveau, pas vraiment pour le président, puisqu'il est, comme j'ai dit, c'est l'échange de la social-démocratie, puisqu'il est de l'IDPS comme les autres. Mais aujourd'hui, il chapeaute tous les partis politiques. Tout à fait. Actuellement, maintenant, il est président, il porte les idéaux, les valeurs sociales démocratiques. C'est-à-dire, en ce moment-ci, c'est une nouveauté. Pourquoi? Parce que nous étions habiter au libéralisme à outrance, c'est-à-dire la propriété privée, les détenteurs des capitaux, on peut citer la Fédération par exemple des entreprises du Congo, la FEC, c'est elle qui menait la politique économique. Je parle Albert Youma, est-ce qu'il est encore là? Il est toujours là. Albert Youma. Ça veut dire qu'avec la philosophie, maintenant, le peuple d'abord qui est issu, comme j'ai souligné, de la social-démocratie, c'est-à-dire le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo donne plus de pouvoir, plus de regards au niveau des besoins vitaux de la population. Et c'est une nouveauté parce que nous nous sommes habitués à l'article 15, comme le débrouillardisme, les taux du jour, consort. Mais maintenant, avec la politique des peuples d'abord, il faut que les besoins vitaux de la population, nos besoins, soient l'objet d'une politique. Et par là, on voit la gratuité de l'enseignement, on voit les soins de santé, on voit l'accès à l'eau et à l'électricité, les piliers qu'il a cité là, vous citez l'État de la nation. Donc, ça dit, dans tout ça, c'est ce qui caractérise les besoins vitaux de la population. Et maintenant, pour y accéder, il faut avoir les hommes. C'est pourquoi quand on parle de la classe politique, est-ce que la classe politique actuelle, qui est l'émanation de plusieurs années de mégestion, est-ce que la classe politique s'adapte à la nouvelle donne ou pas? C'est pourquoi vous remarquerez à l'époque de notre père Étienne Tshisekedi Ouamulumba, j'allais dire Tshilombo puisque c'est lui l'homme. Étienne Tshisekedi Ouamulumba disait des changements de mentalité. Les gens s'étonnaient à chaque moment que, mais comment, quand on parle des projets de société, les pères insistaient plus sur la mentalité parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui doivent porter cette vision, qui doivent représenter valablement la vision du chef. Et c'est là où maintenant nous disons qu'il y a quand même une certaine dichotomie avec la classe politique actuelle. Alors, vous parlez, excusez, parce que vous parlez des besoins vitaux. Bon, en fait, ce qui est sûr, quand on vient au pouvoir, on a un cahier de charges. Et ces cahiers de charges doivent être limités dans le temps et dans l'espace. Alors, je ne veux pas qu'on puisse d'abord toucher le discours du chef de l'État à Mbujimayi, où il trouve le bouc émissaire, excusez-moi, en disant qu'il a travaillé avec tel groupe, ça n'a pas marché, il a travaillé avec tel groupe, et aujourd'hui nous sommes à l'Union sacrée. Je ne vais pas aussi faire le parallélisme avec les discours du secrétaire général de l'IDPS, votre parti. Il a dit qu'il faut partager le bilan. Les besoins vitaux, est-ce qu'il faut attendre après le premier mandat? Les besoins vitaux là, vous parlez, ce sont des besoins vitaux irréels ou bien réels? Oui, les besoins sont réels et on les vit. Et d'ailleurs, ils touchent déjà certains aspects. Par exemple, déjà la gratuité, c'est déjà en marche. Mais il paraît que c'est un fiasco, la gratuité n'a pas marché. Bon, c'est pas vraiment ça les débats, mais nous voulons dire déjà que la gratuité est en marche et elle est là. Progressivement, et ça va se mettre. Et on a aussi certaines questions sociales qui sont en train d'être touchées. Mais nous parlons plus du côté difficulté. Qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas comme il le faut? C'est là où nous parlons de la classe. Est-ce que la classe politique, la classe dirigeante qui s'est associée à son excellence, mais c'est le président de la République, pour piloter cette politique, est-ce que la classe est adaptée? Est-ce que cette classe comprenne la quintessence, les contenus même de ces programmes? Parce que on peut bien avoir une vision, mais il faut aussi avoir les hommes pour vous accompagner. Oui, mais il s'avère que nous sommes ici d'un processus démocratique.
Ça veut dire que le président de la République n'est pas le seul homme orchestre. Il doit composer. Il est le garant, il pilote. Bien sûr, il est le garant. Il est le premier superviseur. Il est le garant, mais cette disposition constitutionnelle ne peut pas faire de lui un dictateur. C'est-à-dire qu'il n'intervient pas partout. Il n'intervient pas dans toutes les institutions, mais il assure son arbitrage. Et cet arbitrage, ce n'est pas chaque jour. Au cas contraire, il va se substituer à ces institutions-là, mais il donne quand même des orientations. Mais c'est Papi, vous allez continuer parce que là, apparemment, vous voulez déjà encore superposer sur le discours du chef de l'État en Bujumaï qui va dire, écoutez, il a travaillé avec tel gouvernement, je vais citer avec la coalition FCC-CACH qui n'a pas marché. Vous dites que le président joue l'arbitrage, mais nous avons un gouvernement des warriors. Oui, les warriors, les guerriers, ils viennent de partout. C'est là où maintenant le discours du secrétaire général du CG, qu'il faut partager les bilans avec tout le monde. Kabouya, Mwanabouté, que je présente mes meilleurs vœux aussi. C'est l'homme du chef. C'est-à-dire c'est lui qui a la charge du quotidien de l'IDPS et il a aussi cette vision social-démocrate comme Félix-Antoine Tshisekedi et nous autres. Ça veut dire qu'il y a composition avec les, je ne sais pas, les libéraux, les autres sont les libéraux MLC, les autres quand on adhère dans une vision, on subit quand même les autres sont la philosophie. Nous sommes obligés de composer avec ces gens-là au regard de la Constitution. La Constitution nous dit que le gouvernement est issu de la majorité après les élections. Mais s'il n'y a pas cette majorité, parce qu'aujourd'hui, même depuis 2006 jusqu'à ce jour, aucun parti n'a réuni la majorité au niveau du Parlement. Donc, il compose toujours. Mais la difficulté est à telle enseigne qu'en composant actuellement, on a composé avec le FCC qui était d'une autre vision, quand bien même il y avait un parti social-démocratique à l'intérieur, mais qui n'avait pas cet ADN social-démocrate. On les a vus comment ils ont géré les besoins de la population, la politique sociale n'était pas vraiment leur souci. Et au sein de cette FSE aussi, on a vu des libéraux, des centristes, les tout. C'est-à-dire, c'est un peu un fourre-tout. Et actuellement, nous vivons la même situation, seulement que le contexte a un peu changé. Le président pilote, bien sûr, mais il doit piloter avec ces gens-là qui viennent de différentes couches. Souvenez-vous, il y a eu quand même, pour composer le gouvernement, il fallait qu'il y ait une concertation, les partis envoient les noms. Ce n'était pas le président qui les désignait. Il a endossé, après débat, bien sûr. Mais il faut des hommes. C'est là où maintenant, moi, je voulais revenir aussi à votre question, les questions du temps. C'est-à-dire qu'aucune politique, d'ailleurs, sur cette terre ne s'est imposée après 3 ans ou un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, on tente de nous comparer avec les Rwandais. Mais Kagame, c'est plus de 30 ans. Mais est-ce que... Donc votre souci, en tout cas, qu'est-ce que vous voulez? Non, le souci, c'est que non, pas le président reste en fonction. Nous sommes dans un processus démocratique. Le souci est que le président ait le deuxième mandat en 2023. Et durant ces mandats, avec déjà la mise en place de certains politiques, ça sera maintenant l'éclosion. Ça sera maintenant le décollage, la mise sur rail. Mais 5 ans, aucun pays ne l'a fait. Même aujourd'hui, j'ai vu sur Internet, on parle de Macky Sall qui a inauguré un train. Mais il est à sa 10e année. Bon, mais je ne refuse pas. Quand même, on suppose que la parole sortie, parce qu'on dit ce qui sort de la bouche déborde du cœur. Et pour un homme d'État, on engage la responsabilité sur base de langage. Le président de la République, Félix-Antoine, dira au début de cette année 2021, au début, c'est une année d'action.
C'est-à-dire, 2020, ça a été une année des théories, on a eu des propositions, et en l'année 2020, on devait passer en action. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, le Premier ministre Sama Lukonde qui nous dit, en 2022, ça sera une action de peuple. Bon, on va aller où? Des progressions en progression, oui. Le président doit aussi, comment je peux dire, il doit donner l'impulsion, il doit donner l'espoir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas venir dire que bon, 2021, on ne fera rien. Non, non. Même quand vous n'avez aucun programme, il faut donner l'espoir. Il y a un programme, il faut sa mise en place. Et nous disons que ce programme, il y a une certaine inadéquation avec la composition du gouvernement. Ça dit qu'on a pris l'ensemble pour les changements, on ne sait pas. Ils sont libéraux, ils sont sociaux, on ne comprend même rien. C'est comme ça que l'Union sacrée aussi est en train de vider l'ancien camp de Joseph Kabila. Bon, là c'est une vision. Le plus accro comme Évariste Beauchamp qui doit quitter les grands bateaux pour rejoindre l'Union sacrée. L'Union sacrée n'est pas un parti politique, ni même une plateforme. L'Union sacrée, c'est une vision. Donc, j'ai suivi l'autre là, Adolphe Loumane, qui a dit que c'est une vision et le peuple a adhéré. Pourquoi pas lui? Ça dit qu'adhérer à l'Union sacrée ne veut rien dire en réalité, c'est soutenir les chefs de l'État. Est-ce que vous ne pensez pas que ces gens qui viennent comme ça en masse peuvent, vous savez que la politique est dynamique et dans la politique il y a plusieurs philosophies dedans, ne pensez-vous pas qu'ils viennent étouffer même cette vision de l'Union sacrée? Non, les pays parcourent son moment crucial. Voir les Congolais se réunir autour du chef d'État, on ne peut pas les en empêcher, quand bien on ne connaît pas non plus leurs intentions. Mais nous, notre souci, actuellement, dans ce que nous appelons Fatih ne marchera jamais seul, c'est l'accompagner pour un deuxième mandat. Là, c'est un groupe qui naîtra. C'est déjà en action, c'est un concept qui peut déboucher à tout ce qu'on veut, mais déjà c'est un concept que nous avons créé pour accompagner, soutenir. On a senti qu'il faut un appui solide et l'appuyer pour qu'en 2023, qu'on lui donne et la majorité parlementaire pour lui permettre de mener à bien sa politique. Et pour la population, il faut comprendre les premiers mandats. Bon, voilà, kiff, on a eu tant de coalitions, ça n'a pas marché. Les bureaux de la CENI, je sais qu'on va en parler, qui est maintenant complet, mais toujours mitigé. Pour la population, il faut comprendre les 5 ans. Non, je disais déjà que certaines politiques ont déjà été mises en place. J'ai parlé de la gratuité. Aujourd'hui, on ne peut pas discuter. La gratuité, les parents, conformément aux dispositions constitutionnelles, les parents ne payent pas aux primaires, aux établissements publics, ne payent pas. C'est-à-dire c'est déjà un avantage. Et les paiements, est-ce que les enseignants sont payés juste là? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Il y a eu grève, ils ont réclamé l'amélioration. Pas les arriérés, mais ils avaient réclamé l'amélioration des salaires. Oui. Il y a eu concertation à Mboué-la-Loge, conduite par son Excellence Tony. Les syndicalistes qui sont devenus, ils sont maintenant trop calmes et trop silencieux, ils ne répondent plus aux grèves, ainsi de suite. Bon, il paraît que, je ne sais pas, ça a été monétisé. Bon, il paraît que ça a été monétisé. De toutes les façons, les contextes ou les circonstances n'avaient pas permis qu'on accède à 100% de leurs revendications. Et il y a un calendrier, un monitoring qui a été mis et que l'année 2022, jusqu'à, je ne sais pas, avril, il y aura un changement et les NI commencent déjà à toucher. Ils sont déjà... Parce qu'il y a eu tant de... Ils ne veulent pas surcharger l'État. Et c'est là où, dans cette politique tournée vers le peuple, il faut aussi plus de moyens. C'est-à-dire, il faut plus de moyens, il faut qu'il y ait des ressources pour permettre au gouvernement, au président de la République d'intervenir dans les domaines du social. C'est-à-dire que, comme je disais, certaines politiques ont déjà été mises en place, la gratuité. Aujourd'hui, on ne peut pas
sans féliciter, mais disons-le quand même, une promesse a été aussi tenue, mais beaucoup reste encore à faire de ce côté-là, où il y a eu des chinchards qui ont atterri. Seulement à Kinshasa, parce que la RDC a plusieurs provinces, 26. Justement, la RDC a plusieurs provinces, mais c'est un débit. Et nous voulons qu'il y ait une politique. Soit il faut gagner la confiance de la majorité de la capitale, les restes du monde là-bas. Pas du tout. Chaque coin, chaque province a ses problèmes aussi. Vous ne me direz pas que les problèmes à Tanganyika, c'est les chinchards, puisqu'ils ont les lacs Tanganyika. Vous ne me direz pas que ceux qui sont près des lacs Édouard vont réclamer les chinchards. C'est-à-dire les problèmes et divers, et les solutions aussi doivent être diversifiées. C'est-à-dire, nous voulons seulement épingler un aspect. Quand quelqu'un ne paye pas les frais de scolarité pour les enfants, quand quelqu'un accède au marché à moindre coût, c'est le peuple d'abord. Et c'est ça le souci. On a aussi Bougan Alonso qui a fourni, mais nous, ce n'est qu'un débit, puisque nous voulons qu'il y ait une politique agricole solide où la production agricole congolaise sera en avant, où l'élevage, la pêche sera en avant, et c'est ça la politique que nous sommes dans une sorte de transition pour aujourd'hui mener une bonne politique agricole. Il faut aussi les routes, c'est-à-dire vous comprendrez pourquoi les chefs de l'État fait aussi en quelque sorte la question des routes comme relevant aussi du social. Il s'est bloqué là, mais vous m'avez déjà précédé, il s'est bloqué, il a compris. Est-ce depuis le début de son mandat, il n'a même pas tenu compte, soit c'est le gouvernement provincial qui ne travaille pas en collaboration, soit en connivence avec le gouvernement central, même pas un projet d'infrastructure au niveau du Grand Kasaï. Bon. On reprend les gardes du président, ils doivent pousser les véhicules. Le programme Tchilengelou et au Kasaï, si le chef de l'État est arrivé, parce qu'on lui avait proposé l'avion, il avait refusé. Il a dit que je dois palper la réalité, puisque certaines routes que nous voyons ont des figures dans les programmes et sont censées être déjà, pas praticables, mais en chantier. Alors il devait palper la réalité et c'est tout à fait normal qu'il marche et qu'il s'embourbe pour comprendre les soucis profonds de la population. Et dans la politique du peuple d'abord, il faut aussi approcher la population, connaître leurs difficultés, vivre même leurs difficultés. C'est pourquoi il a fait ces trajets et nous nous en félicitons parce qu'il a compris et il a même dit que les enquêtes doivent être menées pour voir ce qui a été fait et les gens seront arrêtés si ils se méconduisaient. Donc, ça fait partie de la population. Mais pour appuyer un peu mon argumentation, je voulais dire que la politique agricole doit venir après les infrastructures routières, puisqu'il faut acheminer, puisqu'il faut les routes de dessert agricoles, ramener les produits jusqu'au centre, même pourquoi pas la capitale. Donc ça fait partie aussi de sa politique sociale. Alors, parce que là nous parlons de la diplomatie, le président de la République trouve comme remède, dit au premier plan, il faut nager avec la diplomatie. Et il se félicite même dans son discours au niveau de Mbujimaï que non, les pays étaient un peu enclavés. Il fallait sortir les pays, remettre sa valeur sur le plan international. Pour vous, il fallait les limiter au niveau du premier plan, oui. Oui, la diplomatie valait sa peine puisqu'aucun pays ne peut vivre en vase clos, en autarcie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une ouverture avec les autres. Avec des retombées quand même. Tout à fait. Des promesses. Tout à fait, avec des retombées parce qu'il faut, les régimes qui nous ont précédés étaient caractérisés par des conflits avec l'extérieur. On a vu Mouzé contre l'ONU, les États-Unis consorts. On a vu aussi les régimes de Kabila, pareil. Alors, il fallait redorer cette image, il fallait convaincre nos partenaires, donner une bonne image et vendre aussi l'image de notre pays, faire voir que nous existons, nous avons des potentialités et nous sommes aussi sérieux. C'est pourquoi si la Banque mondiale, la FMI, à travers sa directrice générale qui était ici, il nous a donné une bonne note. C'est rare
Les années antérieures, on était toujours... Bon, les Blancs, ce sont toujours comme on dit, Bon, les FMI, c'est un problème de principe. Quand vous ne respectez pas les principes, peu importe votre couleur, vous ne respectez pas les principes, les normes de gestion, si ce n'est pas respecté, les contrôles, si ce n'est pas efficace, le fonctionnement de la banque, tout ça sont des critères qui font que les FMI donnent des mauvaises ou des bonnes notes. Alors s'ils ont donné une bonne note, parce que il y a tout d'abord collaboration, on les a acceptés de venir nous visiter, inspecter, et nous avons aussi donné une bonne image. Et c'est pareil aussi, j'ai vu la collaboration qui règne maintenant avec la MONUSCO. Quand bien que nous disons la MONUSCO doit partir, mais il faut qu'elle termine. Ça part des travail, et on a vu Zerougui avec les ministres, c'était côte à côte, et c'était bien, ces choses qui ne se faisaient plus à un certain moment. Ça veut dire que l'image de notre pays devait être redorée, et les partenaires doivent aussi venir, puisque c'est une relation réciproque. Alors, vous parlez d'une relation réciproque, et aujourd'hui, tel que vous dites, sur le plan international, la RDC a déjà son image récupérée, alors qu'on attendait tous les investisseurs. Jusque-là, pouvez nous citer même 2 ou 3, ou qu'est-ce qu'on attend? Il faut d'abord 2022, ou qu'est-ce qui se passe? Parce que les retombées de la diplomatie, de ces différents voyages jusque-là... En fait, moi, évaluation chiffrée ou les noms, parce que c'est chaque jour qu'il y a les investisseurs. Nous voulons plus ce qui tapent à l'œil, comme on a vu les Émiratis qui ont signé un contrat d'1 milliard pour les ports de bananes. Nous voulons voir ce genre de choses, mais il y a aussi des investisseurs qui viennent chaque jour, que nous ne savons pas, qui passent par l'aéroport. Qui négocient jusque les marchés, oui. Justement, c'est-à-dire que le plus important, c'est qu'on parle de nous. Le plus important est que les chefs de l'État portent la voix de la RDC, comme c'est fait le cas au COP 21, ou encore au G20. C'est-à-dire que nous sommes en train de dire que nous existons et nous avons aussi nos réclamations, nos revendications concernant par exemple les bassins du Congo, concernant par exemple la forêt, tout ça. Ce sont des enjeux et tout ça nous ne devons pas dire que combien est entré de l'État. C'est comme si le président de la République était un commerçant. Non, lui donne l'image, donne le go, le reste, ce sont les effets d'entraînement. Alors, parce qu'on est en train de chuter dans cette belle émission scientifique, en même temps sociopolitique, alors on veut maintenant parler, parce qu'au mois de février, le mandat en tant que président de l'Union africaine prendra fin. On va avoir un bilan de son mandat à la tête de l'Union africaine. Oui, son bilan, on voit, à part les conflits, et puis la demande de 2 postes au niveau du Conseil de sécurité. En dehors de cela, il a aussi porté l'Union africaine au niveau des instances internationales, au niveau de l'ONU. Il a plaidé les cas. C'est-à-dire, c'est un mandat que nous considérons fructueux, puisqu'il n'est pas gestionnaire des États. Mais il porte la voix aujourd'hui ou demain. On peut parler aussi des pays africains ou d'un pays africain au Conseil de sécurité, par exemple. C'est un bilan. On peut parler aussi, puisqu'il a demandé 4 postes. Le fait déjà de le dire que l'Afrique a droit. Droit de veto. Il faut rompre avec le système post-guerre mondiale où les vainqueurs de la guerre se sont partagés les Ils sont opposés au gouvernement militaire, mais ça n'a pas tenu jusque-là. Ils sont opposés au gouvernement militaire. Mais départ et donc nous apprenons qu'il y a toujours le gouvernement militaire. De toutes les façons, il ne gère pas les États, mais il dit ce qui est la vision de l'Union africaine. Depuis que l'Union africaine existe, il y a toujours eu des coups d'État. Donc ça dit que chaque pays... Dans nos marchés, dans une habitude qui est là... Non, chaque pays vit à sa manière. Aucun président, même vous parlez même de l'Union africaine, mais l'ONU existe, mais il y a toujours des guerres. Ça dit pour dire que l'ONU n'entre pas dans la tête déjà pour dire que c'est la guerre, mais donne des orientations, donne la vision, donne la politique globale et le reste, il revient aux États de s'assumer. Alors, je pense que ça c'est peut-être le dernier point. Nous voulons parler un peu de l'état des sièges. Des prorogations en prorogation. On fait que proroger l'état des sièges. Pourquoi? Parce que pour le président de la République, il tient mordicus. Tant que la maladie persiste,
l'état de siège aussi perdure. Alors, pour vous, quel est d'abord le bilan de l'état de siège? Je pense déjà vers la fin de cette émission. Oui, l'état de siège, nous avions dit depuis tout ce temps que c'était une mesure courageuse et c'était l'unique alternative puisqu'on avait beaucoup essayé les opérations Amani, Soukola, et il fallait aller un peu au-delà. Et nous sommes allés à l'état de siège et le bilan est plus que positif. Avec les contrats paramilitaires aujourd'hui, d'ailleurs, on a appris que les FARDC font face aujourd'hui à une nouvelle rébellion. Bon, au fait, avec la mutualisation, c'est tout à fait normal puisque nous partageons des frontières ensemble avec l'Ouganda et surtout aussi que l'ennemi est un danger aussi pour l'Ouganda, c'est tout à fait normal. Alors, nouvelle rébellion, et nous savons que les FARDC actuellement est en train d'éliminer les poches. C'est tout à fait normal que certains, puisque c'est une nouvelle rébellion, oui, mais les forces se sont liguées, peut-être parce qu'ils étaient en difficulté et ils veulent ils ont trouvé des voies et moyens pour résister. Nous ne disons pas que c'est vraiment une nouvelle rébellion en soi, mais c'est Makanika, Consortisme, Goumino. Ce sont des groupes qui existaient déjà, oui, parce qu'il y a plus de 120 mutualisés aussi pour essayer de survivre. Et nous ne pouvons que soutenir les FARDC dans ces efforts. Ils ont vraiment, les FARDC a vraiment travaillé de ce côté-là et ça sera éradiqué. Éradiqué tel que vous dites, parlons du contrat paramilitaire. On est déjà au-delà de 120 groupes armés rebelles aujourd'hui. Contrat paramilitaire avec l'Ouganda, et puis dernièrement les attaques qu'il y a entre la population de l'Est, je ne sais pas comment, avec les policiers, soit la police rwandaise, bon, les informations tantôt c'était contraire, ainsi de suite. L'histoire de la police tout ça on comprend au niveau du paramilitaire, le contrat. L'histoire de la police rwandaise n'est qu'une manipulation parce que jusqu'à preuve du contraire, et j'avais suivi le gouverneur militaire qui avait demandé à la population d'amener les photos où l'on voit les policiers rwandais, personne ne l'a fait. C'est dans le cas de la manipulation et c'est aussi la tactique utilisée par l'ennemi pour essayer de décourager ou d'essayer d'amener la population à haïr les efforts qui sont en train d'être faits, peut-être question des intérêts. Oui. La guerre, nous disons que ça faisait vivre un certain nombre de gens, et ces gens-là ne peuvent qu'inventer mensonges et autres pour essayer de résister, mais il n'y a jamais eu de contrat avec le Rwanda, si ce n'est que la surveillance. Mais la nouvelle cité qui sera construite par les contrats c'était une proposition, oui. Mais d'abord, d'où sortent ces propositions? Je vais poser beaucoup de questions parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Déjà, avec la politique du social, les derniers mots que vous pouvez donner à la population congolaise, c'est de l'espoir pour le peuple d'abord, qui tiendra en 2022, ou soit on termine les mandats. Et les nouveaux mandats qui pourra commencer, ça sera maintenant son assise. Oui, c'est les derniers mots de votre décision. Au fait, la proposition rwandaise a été rejetée par le gouvernement de la République. Le peuple d'abord, la politique sociale, il faut continuer à croire à cela. Et comme j'avais dit dès le départ, que ce n'est pas une utopie, c'est une réalité puisque ça se met déjà en œuvre et certains retombées se fait sentir déjà. Et 2022, comme l'a dit le chef d'État, on va aussi aborder un autre problème aussi épineux. Une autre question épineuse, c'est aussi la couverture santé. C'est-à-dire il n'est pas normal dans un pays, pour aller à l'hôpital, il faut avoir l'argent. Voilà. C'est ça. Et le chef d'État, il tient mordicus. Le peuple d'abord, c'est vraiment une réalité. Prêtons les mains fortes 2023. Nous voulons un autre mandat pour l'éclosion. Merci beaucoup. En ces termes, nous mettons fin à cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Gardez contact et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Miemas TV pour les comptes de votre émission dans Dixit, une émission scientifique et sociopolitique. Un numéro affiché en bas de vos téléphones, en bas de vos écrans, de part et d'autre. Écrivez-nous si vous avez envie de participer, appelez-nous de partout. On pourra toujours vous satisfaire. En tout cas, bonne fête de fin d'année. Que le bon Dieu nous protège, qu'on entre déjà en début de 2022 avec succès, avec espoir dans la politique du social. Au revoir.